Bonjour Nicolas. Salut Manon. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien que tu puisses partager ton expérience sur tous les étudiants et les stagiaires qui nous écoutent, qui regardent nos vidéos. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que je pense que c'est primordial qu'on puisse parler du DAF parce que c'est quelque chose qui est peu connu. Certains hésitent, ne savent pas qu'avec le DEC, ils peuvent y aller, même sans le doctorat. Donc, c'est bien que tu peux donner ton expérience, ton avis sur tout cela et ton parcours qui est assez riche, tant associatif que dans les études que professionnel. Donc, merci d'être là et merci de nous donner ton temps. Et merci pour ton invitation, tout d'abord. Juste en avant-propos, je me permets de te féliciter du coup pour ton élection à l'Annexe nationale. C'est quelque chose, un super projet qui s'ouvre à toi et à ton équipe. Un big up à certains anciens aussi qui sont toujours là. Je pense notamment à Nathan, qui a pour objectif de dépasser le petit record de l'Annexe que j'ai pu démarrer. C'est vrai. Donc voilà, ça c'était des propos un peu introductifs. Donc pour ma part, je m'appelle donc Nicolas Ruy, j'ai 33 ans. Je suis diplômé d'expertise comptable et d'ingénierie patrimoniale. Et depuis le mois de juin, du coup, j'occupe un poste de DAF-J. DAF-J? Exactement. DAF-J, mais moi je connais DAF, mais je connais pas DAF-J là. Tu m'as perdu. C'est directeur administratif, financier et juridique. Donc, du coup, on m'a racolé, cette partie-là. Une dimension juridique, du coup, sur le périmètre de mon poste. Tout ça au sein du groupe, du coup, Platinum Executive Education. Donc, qui est composé de Juris Campus, qui est le leader national de la formation en gestion de patrimoine, et de la société Andil, qui est son cœur technologique pour proposer des parcours digitaux. Ah, mais c'est une belle entreprise. Et donc, là, depuis juin, tu es là-bas. Exactement. Voilà, du coup, on va revenir sur tout ce parcours jusqu'à arriver à ce fameux juin. Alors, déjà, pour commencer, on va parler de tout ton parcours académique. C'est vrai que toi, tu as commencé par une licence en comptabilité. Alors, pourquoi commencer par une licence en comptabilité? Pourquoi ne pas aller vers un BTS? Pourquoi ne pas aller vers un DCG? Pourquoi cette licence? Dans la licence, il y a université, TSM et comptabilité. Donc, tout d'abord, la comptabilité, pour moi, c'était une découverte parce que je venais d'un bac général, j'ai fait un bac éco. Donc là, c'était la découverte de la comptabilité. Exactement. Du coup, l'introduction même, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas pu le découvrir de par le parcours que j'avais emprunté. Et le deuxième univers, c'est l'université. Donc, pour ma part, c'était l'IAE de Toulouse à l'époque. Et pourquoi l'IAE? Parce que j'avais eu une recommandation de Romain qui, à l'époque, terminait sa licence justement de comptabilité contrôle et qui m'avait dit que c'était une super école et qui m'a recommandé d'y aller. Donc, tout mis bout à bout, je m'étais dit, la comptabilité, pourquoi pas? C'était le tronc commun au sein de l'école parce qu'il fallait automatiquement passer par une L1 compta, L2 compta. Et à partir de la licence 3, on pouvait trouver une autre coloration, soit du management, soit du marketing. Donc, pour moi, en fait, ce qui me plaisait, c'est que j'avais différentes portes ouvertes à l'issue de la deuxième année. Donc, c'est ce qui a orienté mon choix. Et parce que rapidement, en fait, qu'est-ce que j'ai compris? C'est qu'une bonne orientation, en fait, c'est toujours se laisser une porte ouverte. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que souvent, on s'enferme vers des études et on se dit à la fin, mais je me suis enfermée et je ne sais plus où aller, ou j'ai mal fait. Et du coup, on recommence un parcours. Donc, toi, tu t'es dit, je pars en licence compta, comme ça, au moins, je m'offre plusieurs portes alors. Exactement. Voilà. Génial. Pour ma part, donc c'était une belle réussite. C'est vrai que j'avais vu la formation DCG. Je m'étais posé la question. Il fallait hiérarchiser les choix. Je l'avais mis dedans, mais ça faisait partie. C'était mon premier choix du coup, l'IAE de Toulouse, TSM actuellement. Donc naturellement, je me suis orienté vers ce parcours-là. Et est-ce que ça t'a plu? Alors, tu arrives en première année de licence. Est-ce que tu aimes parce que tu découvres? Tu pars d'un bac éco. Est-ce que tu aimes la compta? Première année? Ça me déplaît pas, je trouve ça assez sympa et c'est surtout que ça restait quand même assez accessible. C'était de l'intro. Nous, on était une promo avec pas mal de diversité dans le sens où on avait des scientifiques, on avait des échos et on avait aussi des gestionnaires par rapport au bac STG. Chacun arrivait avec ses atouts. Du coup, en STG, on avait déjà fait de la compta. En éco, on avait cette culture éco justement qui était plus avancée. On faisait aussi pas mal de maths. Donc, c'est vrai que pour les scientifiques, eux,
ils étaient beaucoup plus à l'aise sur ces différents sujets. Et l'objectif, c'était de se remettre à niveau sur ce premier semestre. Et naturellement, ça a bien roulé. Donc, du coup, ça a continué naturellement. On était une promo de 90, donc c'est vrai que ça restait avec des groupes de TD de 30. Donc, je n'étais pas non plus trop perturbé par rapport au lycée où on était des classes de 35. Et du coup, est-ce que tu as eu des équivalences pour le DCG ou pas, du fait de cette licence? Non, aucune. Du coup, il faut arriver vraiment jusqu'au master pour ensuite avoir la passerelle de la voie universitaire vers la voie classique DCG, DSCG. Ah, mais alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait après la licence du coup de compta? Tout naturellement, j'ai continué en fait au sein de la même école. Donc, j'étais déjà dans le bateau. C'est juste que du coup, je suis passé de l'écluse licence à celle du master. Donc, master comptabilité contrôle en première année. Et ensuite, en deuxième année, il y avait pareil, à nouveau la possibilité d'affiner son orientation, soit de partir en contrôle de gestion, soit de poursuivre en compta contrôle audit. Et naturellement, j'ai poursuivi en CCA. Et pourquoi le CCA alors? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ça te ressemblait plus? Ça fait des stages peut-être à ce moment-là? J'avais fait 2 stages, un stage en licence et après un stage en master 1. Donc, je pense que j'ai aussi un peu plus de maturité au master 1 pour pouvoir m'impliquer. Et j'étais tombé en plus surtout sur un collaborateur, René, très paternaliste et qui m'avait pris sous son aile. Donc là-dessus, c'est vrai que travailler dans ces conditions-là, ça ne donne envie ensuite que de s'investir. Après, pourquoi cette formation? Du coup, c'est vrai que il épouse concrètement le programme du DSCG qui est quand même marqué par une excellence technique, avec un socle qui est assez riche. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point aussi, c'est que on fait des études pour ensuite s'insérer sur le monde du travail. Et en tout cas, c'est ultra rapide, quoi. Je pense qu'en moins d'1 an, il y a 95% de la promo qui est placée en cabinet, le cas échéant, même si beaucoup maintenant aspirent à voyager avant de rentrer dans le monde pro. Et après également, pour moi, c'est vrai que j'ai été très attaché à la dimension humaine de l'école parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé un accident de voiture entre le M1 et le M2 et donc du coup ils ont été ultra bienveillants et ils m'ont dit ça peut durer après 1 an de convalescence et donc sur cette année ils m'ont dit prends le temps de te soigner, on te garde la place et tu reviendras quand tu seras en forme. Donc pour moi psychologiquement c'est marquant quand même jeune d'avoir un accident, c'est très très marquant dans ces études. Mais j'avais 21 ans, du coup, entre 21 et 22 ans. Donc, c'est vrai que le fait aussi de se sentir soutenu dans le cadre de ce parcours, c'est un poids aussi de moins pour pouvoir se focus sur la rééducation. Donc, merci Jennifer, qui était déjà responsable du diplôme et du coup, qui avait su rapidement rassurer mes parents qui étaient à fond. Même toi, parce que tu te dis, j'ai cet accident, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais construire les prochaines étapes de mon parcours? Ça a dû être très compliqué, non? Non, parce que après, t'es un peu dans ta bulle. Hein. J'ai passé 4 mois à l'hôpital, en cumulé 8 mois en centre de rééducation. Donc, du coup, c'est vrai que j'étais pas spécialement focus sur mon retour immédiat aux études. On était déjà dans une optique de reprendre le schéma de marche et ensuite repartir. Donc ça fait partie de ce parcours de vie qui fait que j'ai malgré comment on pourrait dire, ce contretemps, parce que c'est vrai que c'était pas prévu, parce que c'était la veille de la rentrée du M2, et j'ai pu reprendre les études naturellement, et donc ils ont été très chouettes sur ce volet-là, donc je les remercie encore avec l'ensemble du corps professoral où ils ont été ultra adorables. Ah oui, très compréhensif envers toi, et qui ont se mis à ta place, à la place de tes parents, et c'est beau quand même d'avoir des professeurs qui puissent aussi s'adapter à tout cela et qui puissent comprendre que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis c'est quelque chose de grave quand même. C'est vrai que franchement, ah oui, d'accord, J'avais une bonne étoile sur le moment. Oui, une très très bonne même. Ah oui, d'accord. Et donc, tu passes ton CCA. Oui. Et tu passes ton DSCG après, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pas pu passer immédiatement mon DSCG parce que du coup, j'avais sur l'année de M2, j'avais manqué une partie du premier semestre parce que j'ai quelques soucis de santé qui s'étaient prolongés. Et donc, du coup, j'avais passé la moitié des épreuves au mois de décembre ou janvier, je sais plus. Je crois que c'était au mois de décembre, juste avant les vacances de Noël. Et comme j'avais pas tout suivi, c'était compliqué pour moi de cumuler centre de rééduc plus. Donc, j'avais passé que la moitié des épreuves et l'autre moitié
moitié sur la session 2 et elle se déroulait en septembre. Sauf que pour déposer les dossiers d'inscription, c'était trop tard. Donc, bon, je me suis dit, c'est que partie remise là-dessus. Et je me suis posé justement cette question de, maintenant que j'ai retrouvé une santé de fer, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Il me reste encore quand même quelques échéances au plan de médical entre la rééducation, le suivi également post-opératoire. Et je me suis dit, fais quelque chose qui te donne envie. Et donc de là, je me suis dit, profite-en pour faire une année supplémentaire et spécialise-toi dans un domaine. Ah, voilà. Ah, c'est drôle. Voilà. Du coup, tu t'es spécialisé dans quoi? Et donc du coup, j'ai regardé ce qui se faisait déjà à TSM. J'étais au départ intéressé par les ressources humaines. Et finalement, en termes de calendrier, c'était pas possible de pouvoir y déposer un dossier. Et donc du coup, j'ai regardé ce qui se faisait à la faculté de droit. C'est juste le trottoir d'en face. On n'a qu'une rue qui... C'est en face, oui, j'allais le dire. Exactement, ouais. Les Toulousains savent que du coup, c'est vraiment... Il y a TSM et en face, il y a l'université, c'est vrai. Donc, tu allais en face chez les voisins. Exactement, donc à la faculté de droit, école de droit maintenant. Et donc j'avais posé un dossier de candidature et sur lequel on nous demandait de faire 3 choix. Et donc j'avais fait un premier choix, c'était la gestion de patrimoine. Okay. Deuxième choix, c'était plutôt de la fiscalité avec le DJCE. Et troisième choix, c'était du droit social, le droit du travail. Et donc du coup, j'avais fait un dépôt de candidature et à ma grande surprise, mon dossier est accepté du coup pour la gestion de patrimoine. Je vais me présenter au grand oral. Et de là, on y avait 5 professionnels, dont le directeur du master. Et là, c'était justement dernier entretien de sélection. Et la question qu'il m'a posée, il m'a dit, je ne comprends pas la cohérence de vos choix entre du droit patrimonial, du droit fiscal, du droit social. Et il m'a dit... vous avez une réponse. Et comme je l'ai dit, j'ai dit, mais peut-être que pour vous, c'est peut-être pas cohérent, mais pour ma part, c'est vraiment un super complément au master CCA. Que ce soit le volet patrimonial, le volet fiscal ou le volet social, il y a vraiment de belles synergies à faire. Et du coup, moi, ce qui me plaisait, c'était pouvoir étoffer cette dimension conseil. Okay. Donc, voilà, c'est ce que je lui ai mis en avant. Et donc, bien sûr, il m'a un petit peu taquiné en me disant, mais attendez, est-ce que vous avez déjà fait du droit là-dessus? Je lui ai dit, mais vous savez, on fait autant de droit que de compta. Donc, sur ce plan-là, j'ai dit, j'ai quelques arguments. Et il me dit, ok, il me dit, alors, on va parler de démembrement. Ok, très bien. Et donc, il me demande de lui définir l'usufruit, chose que je fais. Et de là, il me dit, qu'est-ce que c'est qu'un quasi-usufruit? Alors là, et là, je me dis, là, ouais. On se dit stop. Mais du coup, là, l'idée, c'était pas de se démonter, de dire, en toute honnêteté, l'usufruit, on sait le définir. Le quasi, je sais pas encore, mais je ferai l'effort de me documenter pour que, à la rentrée, je puisse, justement gagner en connaissance. Et c'est justement ce que je cherche à connaître. Et donc, pour la petite anecdote, le quasi-usufruit, c'est le démembrement, mais sur une somme d'argent. Ah, du coup, tu le sais maintenant. Tu l'as appris. Exactement. Donc, ils ont été très chouettes. Ils m'ont intégré donc avec deux directeurs de master, un universitaire, Michel Leroy, et un Nicolas Plan, qui est sur la partie plus professionnelle. Et donc, du coup, tu rentres alors dans ce master. Exactement. Je fais ma rentrée. Donc, pareil, un petit peu l'OVNI dans la promo, parce que c'est vrai que c'était... C'était quoi les profils qu'il y avait avec toi? C'était essentiellement des juristes qui ont fait une licence de droit, master de droit, donc du coup ils avaient fait des commentaires d'arrêt et compagnie, mais sauf que nous on avait vu ça un petit peu en première année, mais sauf que là on intègre un master professionnel, donc là on nous demande plus de faire de commentaires d'arrêt, on nous demande vraiment de s'ancrer vers cette voie qui est quasiment le surlendemain d'être un futur professionnel. Et l'organisation était assez intéressante parce qu'on avait du coup les enseignements universitaires, mais on avait aussi une association professionnelle au sein du master. Et c'était notamment Nicolas Esplan qui nous l'animait avec beaucoup de rencontres avec des professionnels. Et c'est vrai que ça, en termes de savoir-être, ça permet de vraiment grandir. Et comme il nous l'avait dit le jour de la rentrée,
dénombrilisez-vous, commencez à regarder ce qui se passe autour de vous. Voilà, demain, vous êtes en entreprise. C'est pas mal. C'est vrai que ce volet-là, c'était important. Donc, ultra content. J'intègre un master quand même c'était la 15e promotion que j'ai intégrée. Donc là, on a accueilli cette semaine la 25e promotion. Donc, c'était super sympa. Et du coup, il y a aussi un réseau de masters fédérés autour de la Fédération nationale du droit du patrimoine qui propose un diplôme fédéral. Donc, j'ai pu aussi le présenter. Et ça, c'est vrai, il a été construit autour de l'excellence de chacun des masters, et pour Toulouse, c'est l'assurance vie. Donc, si quelqu'un jamais a une question sur ce master, on l'invite à te contacter avec plaisir. Exactement. Donc, c'est génial. C'était un super challenge. Donc, pour moi, c'était fin de convalescence. J'avais toujours dans cette optique aussi prépa du DSCG, donc aussi garder un rythme de stimulation intellectuelle, parce que ça reste quand même une épreuve assez théorique et qui nous demande d'aller maîtriser, chercher du concept, et moi d'aller parfaire aussi mon droit. Donc je me suis relevé ce défi, et au final j'ai passé une super année, quoi. C'est vrai? Tu as fini à quel moment l'année? En mars, en avril, en mai? Non, c'est septembre. Donc c'était de septembre à septembre. Comment elle a été construite? On avait, en gros, le premier semestre, c'était beaucoup d'enseignement. Ok. Ensuite, on a eu janvier, février, mars, pareil, à nouveau des enseignements. Et après, c'était fin mars, la semaine du DevJP, avec les 9 masters fédérés, où là, c'était incroyable. Donc, on était tous rassemblés pendant une semaine pour justement présenter les épreuves et faire tout un tas de colloques, d'animation, de restitution autour de 2 cas qui nous avaient été présentés. Et ensuite, ça a été 4 mois de stage. Donc, c'était avril, mai, juin, juillet. Là-dessus, j'ai eu le mois d'août pour ensuite commencer à réviser le DSCG, et septembre, finir les engagements et présenter dans la foulée le DSCG. Ouh là là, c'était une année quand même assez chargée, non? Ouais, on est assez chargé, mais tellement instructive que... Tu regrettes pas? Ouais. Aujourd'hui, tu es content d'avoir fait ça? C'était on le verra par la suite du parcours, mais c'était vraiment une croisée des chemins qui m'aura vraiment coloré sur plein de domaines. Déjà parce que ça fait de moi un profil un peu plus atypique sur le marché du travail, mais également parce que j'ai utilisé le secteur de la gestion de patrimoine dans le cadre de mon mémoire d'expertise comptable. Et le cas échéant, aujourd'hui, les clients du groupe sont essentiellement les métiers du droit et de la gestion de patrimoine. Ah, donc on est dans le thème. Ouais, on a une connexion qui est vraiment complète, et là-dessus, c'est vrai que cette connaissance aussi du secteur d'activité a facilité aussi mon intégration dans le nouveau poste que j'ai actuellement. C'était compliqué pour toi de passer de TSCG en candidat libre parce que tu n'étais pas encadré vraiment pour le passer? Non, et après, c'est surtout que on perd le rythme. Donc au départ, quand j'ai rouvert le bouquin de compta, c'était un peu loin, quoi, parce que pendant un an, on se dit, oh non, on va y jeter un coup d'œil, mais on est pris par... la conso, la fusion, enfin, c'est des termes qui sont très compliqués quand même. Hein. On parle pas de la compta de la 3 compta, c'est la compta vraiment approfondie, quoi. Exactement, et c'est surtout qu'en plus, on se retrouve. Moi, j'avais fait une année à la fac de droit, donc je m'étais dit, le droit, t'en as fait là toute l'année, tu vas lever un peu le pied pour justement te concentrer sur la compta. Et moralité, quand je me suis présenté aux 2 épreuves, donc droit et compta, parce que grâce au master CCA, j'ai pu prétendre à 5 dispenses sur 7. Donc déjà, ça, c'est une bonne partie du chemin qui est réalisé, mais pour autant, t'as pas de bonus, quoi, parce que c'est une dispense, c'est 10. Et la preuve étant, moi, ça m'a joué des tours, parce que j'ai présenté le droit, ça s'est traduit par 9,5 sur 20, et j'ai présenté la compta 9,5 sur 20, donc tu me manquais un point glissant, COEF 1,5, donc là-dessus. Qu'est-ce qu'on repasse quand on a... Qu'est-ce qu'on fait? On se dit quoi? On se dit je repasse de droit, la compta? C'est compliqué là, de choisir. Déjà, il y a quand même un sentiment un petit peu de déception parce qu'on a échoué à pas loin, mais pour autant, on a quand même fait un bon bout de chemin. Et c'est vrai que par rapport à ce parcours de vie que j'avais pu avoir, je me dis, écoute, c'est pas grave, on n'est plus à une année près. Donc, du coup, en plus, j'avais commencé à travailler chez Signature, qui a été le cabinet où j'ai pu ouvrir le stage d'expertise comptable. Et la première année, pour moi, c'était important de faire ma période fiscale sans me prendre la tête.
et de m'assurer que ce soit le bon cabinet, que j'ai envie de m'investir pendant les 3 années. C'est quand même un contrat moral beaucoup, ensuite dans lequel on s'engage une fois qu'on va vers qu'on ouvre le stage. Et donc, et de leur côté aussi, c'était inconcevable de ouvrir le stage quand on est en DSCG incomplet, parce que c'était pas rendre service en fait à l'étudiant, aux stagiaires. Même aux salariés sur place ou aux futurs stagiaires et celui qui prépare le DSCG. Pourquoi ? Parce que les premières obligations, elles tombent en même temps que les épreuves. Donc on a une superposition de calendrier qui est pas idéale. Donc là-dessus... Du coup, t'as pas commencé ton stage malgré, on va dire, tes équivalences que tu avais. Non, voilà. Du coup, ça, en plus, c'est bien concordé parce que du coup, j'ai pu faire mon année. J'ai rapidement fait le choix en fait de lever la dispense sur le mémoire de master. J'ai repris du coup l'existant que j'avais présenté lors du UM2, qui était autour du risque de fraude dans du coup sur la partie véhicule d'occasion. Et justement, on m'avait dit que c'était un bon mémoire professionnel, mais par contre un peu juste au plan universitaire. Donc là-dessus, le travail, c'était d'aller faire creuser l'état de l'art, et sur le concept de fraude, il y a de quoi s'amuser pendant un long moment. Et donc j'ai fait ce choix payant parce que du coup j'ai pu aller chercher le point qui me manquait et du coup valider. T'as pas repassé le droit à la compta alors? Non. T'as passé le mémoire. Le mémoire, voilà, pour pouvoir finaliser. Jamais vu ça. Voilà. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, qu'on sent ensuite du système où on est assez préparé, où on est conditionné pour réussir. Il faut surtout ne pas rester seul, parce que le meilleur moment, c'est quand on sort des études pour le présenter. Si on ne peut pas le présenter pour X ou Y raison et qu'on a envie de le faire, il faut y aller. Mais c'est surtout se dire, je veux, il faut se donner les moyens de pouvoir justement raccrocher les wagons. Et pour ma part, ça a été de participer à la préparation qui est proposée par l'Annexe Midi-Pyrénées en partenariat avec TSM sur ces sessions intensives. Ça me permettait un petit peu le week-end de savoir où est-ce que j'en étais sur mon curseur. Donc, c'est important, c'est vrai aussi de se sentir des fois accompagné. C'est pour ça que nous, notre association accompagne, mais je pense que pour les étudiants, surtout quand on sort de CCA, on est préparé quand même à beaucoup de choses. Mais le DSCG, c'est un niveau qui est assez compliqué, avec des matières qui sont dures à passer. Le droit est très complet. Donc, tu le sais, c'est qu'on a un peu de tout. Et la compta, moi, je rappelle, la consolidation, pour moi, c'était un monde à part, quoi. Donc, c'est important de se sentir aussi accompagné et soutenu. Donc, toi, tu as été soutenu aussi par ça. Bon, Marie, t'en as fait demi. Ouais, non, bien sûr, mais bon, moi, on avait des jalons qui nous permettaient de garder le cap, parce que il faut arriver en forme au bon moment, et là, ça permettait de savoir les temps de passage, où est-ce qu'on en était, et de pas commencer trop tôt pour pas se griller, et non plus pas démarrer trop tard, parce que du coup, c'est pas rattrapable, et il faut pas, c'est le travail qui paye, quoi. Donc là-dessus, il faut y aller. Il faut y aller, exactement. Il faut travailler et se dire, on a les capacités, et en travaillant, il y a plein de choses qui arrivent. Donc du coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un étudiant qui se dit, moi, je suis dans un parcours qui n'est pas du tout atypique, ou juste dans un parcours très classique. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil de ce parcours atypique? Mais maintenant, là, avec le recul, honnêtement, moi, je me régale dans la profession, que ce soit un expert comptable, commissaire aux comptes, et maintenant, davantage en entreprise, où là, j'aspire du coup à devenir expert comptable en entreprise. Donc, c'est un statut du coup qui a été ouvert assez récemment, mais je peux entendre que ce soit pas toujours très clair. Donc, si le chemin, on sait là où on veut aller, on sait qu'on veut devenir expert comptable, commissaire aux comptes, voie classique, là-dessus, c'est... C'est logique, en fait. Si tu sais, tu fonces. Fonce, passe par du coup DCG, DSCG, DEC, passe par du coup la partie universitaire en te donnant l'objectif quand même de raccrocher là-dessus, ou le cas échéant construis un chemin cohérent avec tes envies, et dans ces cas-là, laisse-toi un maximum de portes ouvertes. On en revient un petit peu au constat de quasiment admission post-bac de la bonne orientation, elle se fait à condition qu'on arrive toujours à pouvoir s'y retrouver. Et pour ma part, maintenant, avec le recul, je signe les yeux fermés par rapport à ce parcours universitaire, à la fois en sciences de gestion comme du coup à l'école de droit.
Bien sûr, parce qu'en fait, tu t'es laissé des portes ouvertes, tu as pris des chemins et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es sûr de ton parcours. Donc, peut-être qu'un étudiant qui n'est pas sûr de son choix, il peut s'ouvrir des portes, comme tu disais, et prendre certains chemins. Et de toute façon, il pourra réouvrir encore d'autres portes. C'est important, hein, parce que souvent, les parcours atypiques se disent pourquoi j'ai fait tout ça, etc. Et aujourd'hui, tu es très fier de ton parcours atypique. Donc... Ouais, non, je me suis régalé. Et, bon, comme je dis, ça m'a ouvert tellement de portes que du coup, moi, je suis super content et c'est à refaire. Et donc, du coup, tu m'as dit, donc, tu as chez Signature. Et alors, tu fais quoi chez Signature? Tu es de l'audit? Ouais, en fait, c'est pareil. C'est une opportunité qui s'est présentée grâce à l'annexe même, parce que c'était donc Elodie, camarade de promo, qui était présidente de l'époque et qui, elle, venait juste de changer de cabinet et qui venait d'arriver chez Signature pour faire du coup un poste un petit peu plus hybride, parce qu'avant, elle faisait essentiellement de l'audit. Là, elle faisait audit expertise. Et elle m'a dit, Nico, là, il cherche un débutant en audit et compagnie, il faut que tu postules. Et donc, du coup, je fais, écoute, hello, moi, l'audit, j'en ai fait un petit peu en stage, mais une semaine pour découvrir. Tu penses que ça va me plaire et tout? Elle me fait, non, mais vas-y. Surtout qu'on connaît l'audit. Je te le dis de façon très cash. C'est l'école de la rigueur, c'est du travail en équipe. Tu vas comprendre comment fonctionne une entreprise. Et tu vas voir, on apprend vite et on aborde une multiplicité de sujets en très peu de temps. Et en fait, elle avait raison, parce que quand tu rentres 6 mois après, ou la période fiscale, à la fin de la période fiscale, tu n'es plus du tout le même auditeur. Tu as tellement grandi de par la diversité de dossiers que tu es allé traiter, le contact que tu as pu avoir. Du coup, ça reste un métier très humain avec les dirigeants, les équipes comptables, parce que tu travailles essentiellement du coup chez les clients quand tu réalises les audits financiers. Donc, là-dessus, j'ai bien fait de l'écouter parce que en fait, je me suis régalé. C'est vrai, t'as adoré? Ouais, en fait, j'avais fait mes stages en expertise. J'avais démarré un petit peu avec l'expertise et finalement, je suis venu à l'audit et finalement, ça s'est passé? Ouais, j'étais super content. Donc, après, ça s'est fait naturellement et le cas échéant, plus j'avançais, plus j'essayais justement de rentrer des dossiers en expertise comptable aussi pour pratiquer. Et c'était plutôt sympa et j'avais un portefeuille qui était assez, assez atypique encore une fois, parce que je faisais de l'audit légal, je fais avec un petit peu de conso et je faisais beaucoup de révision comptable aussi. Donc ça c'était une mission du coup entre des équipes comptables, le niveau 1 sur un établissement, une filiale d'établissement bancaire. Un niveau 2, ce sont les réviseurs, donc nous qui étaient externalisés. Okay. Il y avait un niveau 3 avec les commissaires aux comptes. Donc ça me prenait pas mal de temps. Et ensuite, ça c'était du bonus, quelques dossiers en expertise comptable, mais que ce soit pas trop contraignant parce que les plannings étaient déjà bien chargés. Oui, mais c'est bien aussi que tu aies pu garder des dossiers en expertise pour pas perdre la main, peut-être aussi. Oui, c'est sûr. Moi, là-dessus, par contre, je me les choisissais parce que là-dessus, c'était du bonus. Donc, c'était surtout pour travailler avec des gens que j'apprécie. Et du fait d'avoir fait auditeur, quelles sont les compétences que tu penses que ça t'a permis de développer aujourd'hui et que tu suis contente d'avoir? Je dirais, l'analyse et l'esprit critique. Ah. Ça, c'est pour moi, cette capacité à comprendre les processus de l'entreprise, de par les différentes phases de la mission avec du contrôle interne, mais également sur la phase d'audit, où on donne une opinion du coup sur les comptes annuels. C'est vrai que c'est pour moi le gros plus. C'est dans l'approche, on met pas trop les mains dans la mécanique par rapport à l'expertise, mais on arrive, tout est fait, c'est vachement propre, ce qui permet plus facilement aussi de pouvoir prendre du recul sur ce que l'on voit. Et après, ce que j'ai adoré, comme je l'ai dit un peu avant, c'est un métier qui est très humain, avec une communication, on pourrait dire même privilégiée avec les dirigeants. Et là-dessus, c'est vrai que certains clients du cabinet que j'ai pu suivre pendant 8 ans, en fait, c'était ils me confiaient toute leur stratégie. Donc, c'était ultra plaisant parce que du coup, j'avais l'impression de vivre ce moment avec eux là-dessus, sans m'immiscer dans la gestion et toujours en gardant ce regard de professionnel, en étant soumis au secret associé et à la discrétion associée. Si tu pouvais raconter, entre guillemets, en quelques phrases, quelques mots,
c'est quoi le métier d'auditeur à un étudiant qui nous écoute? Parce que c'est que souvent on dit auditeur, mais on ne sait pas trop la différence entre un expert comptable et un auditeur ou un commissaire aux comptes. Est-ce que tu peux nous décrire, peut-être pas beaucoup de mots, tu vois, mais qu'est-ce qu'un commissaire aux comptes? Qu'est-ce qu'un auditeur? Non, mais de façon très simple. L'expert comptable, c'est celui qui va faire et accompagner. Et l'auditeur, lui, il va plutôt contrôler et recommander. Ok. Voilà. Du coup, ça va pas être... on a 90% des commissaires aux comptes qui sont aussi experts comptables. Donc, moi, c'est des approches qui se nourrissent. Et moi, le premier, quand après je me suis remis à faire des dossiers en expertise comptable, des techniques que je faisais en audit, je les utilisais en expertise comptable. Et inversement, les bases que j'avais pu avoir en expertise comptable me permettaient d'être beaucoup plus à l'aise sur la partie audit des comptes. Donc, c'est vrai que... Pour moi, ça se goupillait bien et c'était pas techniquement justement que je crois que c'était dur, c'était plutôt c'est un rythme à prendre et surtout de s'adapter aux spécificités de chacun. Ah d'accord, Ouais. ok, c'est sur ça que tu... Mais dans le sens où on peut être sur une semaine, on peut se dire je fais 2 jours de grande distribution alimentaire, ensuite je fais 3 jours de concession automobile. Ah ouais, tu as plein d'activités en fait au final. Ouais, 2 jours d'agence Simo et 3 jours où on est sur de l'industrie avec une carrière de granit, par exemple. Alors aujourd'hui, ça serait quoi ton meilleur souvenir de tout ça? Pour moi, meilleur souvenir, c'est, je pense, au sens large, c'est que c'est un métier ultra passionnant de par la richesse humaine. On a parlé des clients, mais aussi en interne avec une équipe d'audit qui est incroyable, bien sûr, parce qu'on part toujours nombreux, on savait, on faisait des bonnes journées, mais toujours dans une bonne humeur et de façon toujours bienveillante. Donc ça, c'était pour moi un des moteurs aussi qui ont fait que j'ai fait 8 ans en audit et dans le même cabinet. C'est beaucoup 8 ans. Ah ouais, je pense que ça... Ouais, certains font plus quand même, mais certains font moins aussi. Mais aussi jeune, c'est que quand on voit des jeunes, c'est rare qu'on voit un jeune qui nous dit à 33 ans, j'ai fait 8 ans dans un cabinet d'audit, donc c'est vrai que c'est bien que tu puisses dire, aujourd'hui, ça a été des fois très dur les journées, mais je me suis quand même amusée, j'ai passé du bon temps, intellectuellement ça a été top, d'avoir plusieurs activités, tu avais dit que tu aimes, mais aujourd'hui que tu ne regrettes pas du tout ces 8 ans, donc tu as passé en audit. Je me suis même retrouvé dans des situations, tu vois, de par la diversité des missions. Je te disais tout à l'heure, la carrière de gradit, donc j'ai fait pendant les 8 ans, 2 ans en tant qu'assistant, puis après 6 années en tant que responsable sur le dossier, et je suis intervenu dans une des plus grosses carrières de granit de France. Génial! Il fallait aller sur l'inventaire physique, aller compter des cailloux. Oh là là! Il n'y a pas quelque chose de trop stimulant là-dessus, mais c'était génial, ça te changeait de ton quotidien, tu étais avec les casques, le baudrier, les bottes. En plus, c'était au mois de décembre, donc tu marchais dans la boue. Donc tout mis bout à bout, tu te dis, waouh, t'étais pas derrière ton PC à faire que du Excel. Non, là-dessus, tu pars t'intéresser. Et ce que j'apprécie énormément, justement, avec notre interlocuteur sur place, Martial, c'est que à chaque fois qu'on revenait ensuite pour l'audit au mois de mai, en fait, on faisait un tour de l'atelier et compagnie pour qu'il nous montre les dernières machines, qui nous explique en fait la valeur ajoutée, comment elle se faisait entre la sortie, l'extraction du bloc, ensuite ils arrivaient à les retailler, ils faisaient des tranches et jusqu'à maîtriser leur chaîne de valeur en ayant intégré une boîte pour aller faire la production de monuments funéraires. Donc là, c'était vachement intéressant. Ah oui, intellectuellement, c'est top en fait. Au final. Ouais, et après, ne serait-ce que sur les problématiques sur le dossier, de se dire le bloc de cailloux qu'on est allé compter, c'est comment il se valorise. Là, c'est pas comme quand tu achètes une boîte de petits pois, tu sais que tu l'as acheté il faut que tu la retrouves en stock. Mais là, du coup, c'est... Comment on fait ? C'est comment on fait, c'est des stocks transformés, donc c'est bien comprendre le processus. Et pour moi, c'était vraiment à chaque fois, j'y allais avec le sourire jusqu'aux oreilles. Oh, c'est génial, c'est génial. Donc, voilà, ça fait partie de ces raisons-là qui m'ont rendu ce métier passionnant et que j'en garde un super souvenir et que je vous recommande de faire parce que c'est vachement formateur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de l'autre côté et d'aller du coup plus sur du taf ? Moi, j'arrivais aussi en fin de cycle parce que ça reste quand même un métier qui est assez prenant, avec un temps libre assez limité, surtout quand on prépare le diplôme d'expertise comptable. Donc là-dessus, et
Et j'arrivais sur cette fin de cycle et je m'étais dit, tu feras ta période fiscale et tu te poseras ensuite les bonnes questions de ce que tu veux faire pour la suite. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir obtenu le DEC, ça te permet, comme le dit notre ami Cyril, c'est un passeport. C'est à toi de ensuite l'exploiter comme tu en as envie et ça t'ouvre des portes, mais des fois qui sont incroyables. Et du coup, justement, Nicolas, dont on a parlé tout à l'heure, le co-directeur du master, a un groupe avec son associé Alexandre depuis une vingtaine d'années qui a grossi. Et nous, on était restés en très bon contact. Et là, il m'a appelé, il m'a dit bon, écoute, là, maintenant, on a besoin d'un financier à l'équipe, donc si ça te dit, rejoins-nous. Bon, ok. Et j'ai dit, non, mais attends, t'as besoin de moi pour faire quoi? Il me fait, écoute, c'est très simple, tu vas intégrer du coup le board d'un groupe en pleine croissance. Là-dessus, tu auras un environnement que tu connais avec expert comptable, commissaire aux comptes, mais aussi avec un pool bancaire, des investisseurs. C'est quand même riche là. Hein. Exactement. Donc là-dessus, je me suis dit, waouh, du coup, ok, sacré changement et tout. Et là où je me suis dit, écoute, prends le temps quand même d'y réfléchir parce que là-dessus, ce qu'on te propose, c'est quand même un rôle qui est assez transversal dans le sens où tu vas être... c'était à peu près fin janvier, début février. Et là-dessus, c'est vrai que ne serait-ce que par rapport à même cette vision transversale qui me propose à la fois sur la partie groupe au plan stratégique, d'intervenir au plan managérial avec des fonctions de direction et ensuite sur la partie un petit peu plus opérationnelle où là-dessus, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais sur mon premier jour, on a commencé à travailler sur des indicateurs d'activité. Et là-dessus, c'est vrai que, en fait, comme il y a tout à construire, moi, ça m'a vachement stimulé. Le projet est assez dingo. Les personnes avec qui je travaille, je les connaissais d'avant et pour moi, c'est même le facteur numéro 1 de travailler en confiance. Du coup, j'ai dit banco et après, c'est de se dire, est-ce que je suis en capacité de pouvoir me projeter aussi à plus d'un an? Parce que nous, c'est vrai je me considérais un petit peu comme un intermittent de l'audit parce que tous les ans, tu te retapes dans la main avec le chef et tu dis, allez, je repars pour une période fiscale. Et là, c'est vrai que je voulais avoir un projet qui soit structurant. Et on sait que un fonds d'investissement, quand il rentre, il n'est pas amené à rester du coup ad vitam aeternam, mais il est sur une phase de 1 à 5 ans. Donc, je savais que j'avais cette période-là pour pouvoir m'investir. Donc, 3 questions que je me suis posées pour pouvoir prendre ma décision. Et j'ai dit, allez, banco, je fais moins de compta et un petit peu plus d'entrepreneuriat. Pas mal. C'est vrai que ça change, c'est plutôt sympa. Donc du coup, avec ton audit, qu'est-ce que l'audit t'a aidé à être un meilleur DAF ou être bon dans ton poste? Qu'est-ce que ça t'a donné en fait au final? Grâce à l'audit, quand même, tu as une vision beaucoup plus transversale de l'entreprise, ne serait-ce que en t'intéressant aux procédures de contrôle interne et compagnie. Là-dessus, t'es vraiment, tu rentres... davantage sur aussi des enjeux groupes avec des problématiques comptables, conso, juridiques, fiscales. T'as toujours de quoi... De quoi faire, ouais. Ouais, de par l'évolution même de la réglementation et compagnie, de par la structuration aussi des groupes et également une capacité de se dire, moi j'ai cette approche un peu ce regard neuf et de se dire, comment je peux aller challenger aussi un existant. Et là-dessus, je me suis dit, allez, banco. Par contre, je change de casquette. En étant auditeur, j'étais plus, tu vois, celui qui contrôle et recommande, comme je disais tout à l'heure, pour le commissaire aux comptes, alors que le DAF, lui, il va décider, mettre en place et assumer. Parce que du coup... T'as un commissaire aux comptes ou pas dans ton entreprise? Ah ouais, il y a 2 commissaires aux comptes. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, Christelle qui intervient de l'annexe, qui m'a fait une restitution. C'est la première fois, moi, du coup, que j'étais de l'autre côté. Et c'était quand même tout sympa de le faire avec Christelle que j'avais pu côtoyer déjà à l'annexe. Ouais, donc plutôt sympa. Donc c'est vrai que ça me change un petit peu. Avant, j'étais sur un périmètre d'une 30aine de clients. Et là, maintenant, je suis sur un seul client à 100%. Donc, c'est ce qui me change un peu. Mais pour le moment, super content, quoi. C'est vrai. Je vois pas trop les journées passer, donc c'est quand même plutôt bon signe. Et c'était comment la première journée alors? Quand tu arrives dans ta première journée, là, tu arrives, tu te dis, ok, je suis plus auditeur.
je suis DAF. Comment ça se passe? Du coup, j'avais eu un super accueil parce que je connaissais déjà le noyau dur de l'équipe parce que j'avais fait mon stage de fin d'études à la fac de droit déjà dans le groupe. Donc voilà, pareil, une vision un petit peu plus entrepreneuriale. Et les deux interlocuteurs qui sont avec moi dans la holding, mes deux collègues, je les connaissais il y a une dizaine d'années. Donc ça a facilité grandement du coup l'intégration, et le noyau dur de l'équipe était toujours là, même 10 ans après. Donc ce qui met en avant un bon climat et compagnie. Donc moi, super content. Le matin, en gros, j'étais avec un des fondateurs pour justement faire la redescente du comité stratégique qui s'était déroulé la semaine avant. Donc moi, ça me permettait d'avoir une vision d'ensemble sur la stratégie. Et l'après-midi, justement, mon arrivée aussi, elle est là pour apporter l'accompagnement du process pour faciliter cette croissance organique et le cas échéant, selon les opportunités qui se présentent, aller faire de la croissance externe. Donc c'est vrai que ça balaye différents sujets, et à la fin de la journée, je me suis dit c'est pas du tout comme ce que j'avais l'habitude de faire, où là on te demande de prendre plus de recul et surtout arriver avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un nouvel environnement que je découvre chaque jour. Ah, mais c'est génial. Peut-être que tu reviendras dans 5 ans, tu me dis bon, j'ai plein de choses à vous raconter. J'espère, parce que c'est la vie et plein de surprises, c'est vrai, et d'expériences. Et ce qu'on disait, typiquement, la rencontre justement en master ingénierie du patrimoine avec Nicolas, et ça a permis d'ouvrir, comme je te disais un petit peu dans les propos introductifs, c'est un nouvel arbre de décision qui s'ouvre et sur lequel en fait je mène ma barque, et là-dessus je suis super content, surtout que le deuxième fondateur, Alexandre, lui va s'occuper jusqu'à présent beaucoup de la partie administrative et financière, donc je me sens pas non plus délaissé, tout seul, dans la boutique, donc pour moi, super expérience. Et j'ai vu que quand même tu as trouvé le temps de t'engager dans l'annexe. Donc de 2015, j'ai vu à 2024 quand même à l'annexe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es allé dans cette association? En effet, c'est vrai que c'est assez, ça fait un peu peur, les 9 ans et 8 mois, parce que du coup, j'aurais toujours dit que je ne ferais pas les 10 ans. Et finalement, ça s'est bien goupillé avec le diplôme, du coup, à la session de novembre 2024. Mais non, c'est en fait surtout une aventure humaine, avec des copains de promotion qui ont rejoint le bureau régional en Midi-Pyrénées. Et du coup, moi, de par l'année de retard que j'avais pris, eux venaient de terminer. Ils étaient rentrés dans le monde professionnel, donc Ils t'ont proposé de venir du coup à l'annexe, et tu y es allé. Exactement. Elodie qui du coup a été présidente, celle qui m'a contacté, elle m'a dit Nico, on fait une réunion partenaire, est-ce que tu voudrais bien venir? Finalement, je suis venu, et le président de l'époque, Olivier Guillem, m'a dit écoute, on revient la semaine prochaine, on refait un événement, et si t'es chaud, viens voir au bureau comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai été coopté en cours d'année, donc et sachant que j'étais encore étudiant, je faisais ma deuxième année de master, donc il y en avait pas beaucoup là-dessus, mais ils ont été ultra chouettes. Moi, je me suis régalé. Et pour la petite anecdote, c'est que le groupe que j'ai pu côtoyer à ce moment-là, là, ils étaient pour beaucoup en fin de cursus. Donc quand moi je suis passé stagiaire, eux, ils étaient diplômés, et quand du coup moi j'étais en train de faire mon stage, ils étaient associés et compagnie. Donc c'est vrai que en fait on voyait l'évolution. Ça donnait envie peut-être. Ça donnait envie, des conseils de fou, parce que du coup quand tu es au contact d'anciens, en fait ils te font progresser vachement, parce que ils donnent les trucs et astuces et compagnie, tu te fais à l'oreille, tu comprends comment en effet la profession est structurée, donc ça te permet de la découvrir, et le cas échéant, si tu en as envie, de t'investir à ton niveau. Et ça, t'as pas de prix. Voilà. Honnêtement, j'y suis rentré au départ en cours d'année, et j'y suis resté quasiment 9 ans, quasiment 10 ans. Alors, quel souvenir marquant tu gardes de cette association? Sur ces 10 ans, pour moi, ça a été toujours des projets menés avec passion, avec de la passion, du plaisir, que ce soit tant en région ou au national. Donc, ça a été pour moi une super belle expérience. Tu peux nous citer des projets que tu as eus?
Ouais, sur un qui me tient particulièrement à cœur, c'est, tu vois, la valeur d'entraide. Sur ce volet-là, t'as le sentiment, tu vois, de faire partie, voilà, de cette communauté qui doit être soudée. Quand t'es expert comptable stagiaire, tout le monde doit présenter le diplôme. Et là-dessus, je pense, tu vois, à ce sentiment d'utilité qu'a l'association de par les prépadec et également avec avec l'allocation de Memento. Et c'est incroyable. T'as vu, je sais pas si t'as vu maintenant le phénomène que c'est. C'est moi qui ai fait l'événement là, cette session, c'est dingue. C'est incroyable, surtout que t'as plus qu'une seule documentation papier dans les cabinets. Donc, ça serait un calvaire de trouver de la documentation un jour pour présenter les épreuves. Et là-dessus, il y a eu un besoin, une solution et des process qui ont été mis en place. Et là-dessus, on a essayé d'être proactif et je pense notamment on avait fait un espèce de guide des bonnes pratiques justement sur ces mementos-là et pour pouvoir permettre la diffusion à chacun et donner ce partage d'expérience. Mais après, voilà, des projets, on a pu en faire plein. Et ce qui est cool, c'est que ça a été toujours dans une super ambiance qu'on fait. Les 9 ans et 8 mois en région et les 4 ans au national sont pour moi des super moments, quoi. Et en quoi ça a contribué à ton développement professionnel, du coup, cet engagement? Eu égard aux responsabilités du coup que tu es amené à prendre, à accepter, de facto tu développes des compétences. Je pense que tu vois, celle qui peut-être a été la plus marquante à mon sens, c'était quand j'étais président en Midi-Pyrénées en 2019. Là tu te retrouves à devoir savoir tout faire, de la prise de parole en public, du travail en équipe, un suivi budgétaire. C'est comme une petite entreprise. Mais c'est une petite entreprise. Ouais, de la communication là-dessus. Et encore, j'ai la chance d'avoir une super vice-présidente, Pauline, qui était ultra à l'aise sur le sujet. D'autant plus que du coup, le maître mot de cette mandataire, c'était faire savoir son savoir-faire. Parce qu'on faisait plein de choses, mais on le mettait pas suffisamment en avant à mon goût. Donc là, c'était vraiment sur ce... C'est un beau slogan. Ouais. Donc c'est ce qui m'avait animé du coup. Et donc oui, indéniablement, tu grandis et ça te permet d'être beaucoup plus débrouillard que moi j'aime bien cet exemple que de chiller devant Netflix. Si tu devais parler à un étudiant, à un expert comptable stagiaire qui hésite vraiment à venir dans l'association, qu'est-ce que tu lui dirais si tu es en face de toi? Comment on pourrait résumer du coup on va faire un ensemble et un ex-CJEC parce que maintenant je suis au bureau régional du... Mais il faut en parler aussi quand même. Ouais, c'est la continuité, du coup c'est l'association sœur et donc pour moi l'annexe et le CJEC ce sont des accélérateurs à la fois humains et professionnels de par le développement quand même d'un réseau qui est incroyable, quoi. Il y a le réseau local, mais aussi au national, des ouvertures sur professionnelles. La preuve étant, moi, le job chez Signature, c'est Elodie qui m'a poussé fort pour déposer mon CV. Et le cas échéant, on prend toujours autant de plaisir à se retrouver lors des différents événements. Et même certaines sont devenues de bons amis, notamment avec Yannick, avec qui on a fait le retour de Lyon ensemble au congrès, quoi. On le salue s'il nous écoute d'ailleurs. Toujours, qui est passé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs. Oui, que j'adore. Ouais. Et après, tout le reste de l'équipe, Audrey, Charlène. C'est vrai que c'est toujours des super moments. Alex Chaussio, il y a Jérôme Rénis aussi, qu'on retrouve. Ouais. Tous ces anciens et des nouveaux aussi qui nous rejoignent. Je pense notamment à Florian qui est passé dans ton podcast récemment. Donc, c'est un petit... Ça reste petit, Toulouse, et quasiment tout le monde se connaît, quoi. Et c'est vrai qu'on adore faire des événements avec le CJEC. Et pour finir tout ça, je trouve que c'est important de parler de ça me tient à cœur. J'aimerais que tu puisses donner des conseils à tous ces étudiants qui doutent de leur capacité, qui rêvent d'avoir le DEC. J'aimerais que tu puisses donner des phrases, un mot à ces personnes-là. Bon, d'abord, c'est se faire confiance. Là-dessus, on peut douter, c'est normal. Tout le monde doute. Il faut savoir s'entourer, notamment l'annexe et le CJEC, quand on est sur un parcours d'installation, ça aide. Et surtout, ne pas avoir peur de l'échec.
Pourquoi? En fait, tout simplement parce que il faut persévérer en se disant que personne n'est prédestiné en fait à avoir le deck, mais que cette réussite, elle arrive avec du travail. Et si on s'accroche, en fait, souvent mon ancien chef Frédéric me le disait, c'est en fait ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est parce que c'est comme sur un marathon, si tu t'arrêtes de courir, t'arriveras jamais sur la ligne d'arrivée. Mais il a raison, en fait, c'est si tu te démotives, c'est pour ça que je disais là-dessus, se faire confiance, c'est continuer à avancer. Et le cas échéant, c'est pas parce qu'on est brillant qu'on arrivera au bout, mais c'est parce qu'on est endurant et persévérant. Donc pour moi, c'est là-dessus, persévérant et surtout s'entourer parce que on avance toujours mieux à plusieurs. Et je le vois moi que ce soit les épreuves écrites comme pour la partie orale, on a pas mal travaillé avec l'équipe signature, avec Romain, Estelle, Julie, et on a travaillé tous ensemble et mine de rien ça a été un sacré moteur dans les moments de doute parce qu'on en a encore. Ouais, c'est vrai. Et quelles sont les qualités qui sont indispensables pour toi aujourd'hui pour aller en audit, dans une profession comptable en général? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme qualité? La première, je dirais, curiosité. Bon, on l'a dit, et c'est s'intéresser à ce qui nous entoure, se poser de bonnes questions là-dessus, se dénombriliser, comme on a pu le dire. Donc, curiosité en un, je dirais en deux, de la rigueur, parce que quand même, pour nous, dans nos métiers, c'est quand même ultra important. Oui. Et en 3, je dirais d'adaptabilité, parce qu'on est dans un monde qui évolue et dans lequel on doit sans cesse se remettre en question pour pouvoir justement être toujours à la pointe. En parlant d'évolution, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'évolution du coup du métier d'expert comptable, de DAF, de commissaire aux comptes? On parle de beaucoup de choses en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on sort en plus tout juste du congrès des 80 ans et sur lequel, en effet, on se rend compte que la transformation numérique, elle est là, facture électronique, IA, modèle de cabinet, c'était les trois axes marquants. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être la capacité à se transformer à ces révolutions à la fois réglementaires et technologiques en levier de valeur. Là-dessus, ça va être à nous de pouvoir trouver notre positionnement pour à la fois sécuriser les entreprises, mais aussi de les conseiller dans leur transformation. Et surtout, à mon sens, ce qui est important, c'est vraiment de placer l'humain au cœur de la donnée, parce que on va avoir de plus en plus de flux. Et l'humain doit rester quand même central et dans cette organisation-là. Donc pour moi, j'ai aucun doute. Chacun arrivera à trouver sa place dans cette profession qui est en pleine évolution. Et qui est riche en plus, qui est riche en opportunités, en missions. Donc moi, je pense que vraiment, c'est rassurer les jeunes. Et dire aujourd'hui, il faudra peut-être croire que la profession comptable, ça va s'arrêter. Non, elle va juste se transformer et se réorienter. Et je pense que, comme tu dis, c'est important de prendre ce tournant et de se dire comment je vais m'adapter à tout cela. En tout cas, merci pour ton intervention, pour tout ce que tu as dit, ton expérience et tout ce que tu peux apporter à la profession. Si jamais, j'invite tous les étudiants à venir te voir s'ils ont des questions. Avec grand plaisir, disponible sur LinkedIn, faut pas hésiter. Tu peux le donner peut-être? C'est Nicolas Ruiz, du coup. Voilà. Sauf si j'ai changé de nom entre le début et la fin de l'interview, mais... Non, ne changera pas, promis. Donc voilà, merci beaucoup. C'est important de donner tous ces axes à ces étudiants qui nous écoutent et montrer que la profession comptable, elle est riche et en fait, elle est faite de plein d'opportunités. Et comme tu as dit, il faut s'ouvrir les voies, il faut s'ouvrir les portes et se dénombriliser. Oui, mais merci Manon en tout cas de m'avoir reçu dans un super studio, surtout de mettre en avant justement ce type de témoignage parce que c'est important de donner de l'info et là-dessus ce contenu il ne peut que rassurer et de se dire que comme le dit Cyril, la profession dispose d'un bel avenir, donc à nous soyons-en les acteurs. Merci à tous et on se dit bientôt pour un nouvel épisode.